Justement, le Covid, il a été un accélérateur ou peut-être davantage un révélateur. Ça a été l'occasion pour certains de s'interroger sur le sens de son travail. Est-ce que je suis vraiment utile? À quoi je sers? Et d'autres personnes encore ont simplement reconfiguré un petit peu leurs priorités, ont voulu remettre le travail à une juste place. Tout ça a fait qu'en effet, on a beaucoup entendu de choses sur la quête de sens, mais moi, ce que je constate surtout, c'est que ces questionnements, ils sont pas retombés. Depuis quelques années, la question du sens au travail a pris une place très importante dans le débat public. Même si le sujet ne date pas d'hier, force est de constater qu'il est revenu sur le devant de la scène, notamment avec la crise Covid. Déjà, on a commencé à parler de travailleurs essentiels, mais surtout, après la pandémie, on a connu des vagues de démissions massives. Aux États-Unis, le célèbre Big Quit, c'est 38 millions d'Américains démissionnaires en 2021. En France, on en a compté 520 000 au cours du premier trimestre 2022. Bref, il s'est vraiment passé quelque chose. Et pour tenter de l'expliquer, beaucoup d'articles et d'études ont dit que les gens confinés chez eux avaient enfin eu le temps de se poser des questions sur leur vie et sur leur boulot, et donc sur le sens de tout ça. C'est en tout cas une des explications qu'on a à disposition. Bref, tout ça pour dire que la quête de sens au travail, c'est un sujet contemporain, vaste, et qu'il faut absolument explorer. Et ça tombe bien, car c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Prevcast, un podcast proposé par Prevlink, service de prévention et de santé au travail. Et pour ce faire, comme toujours, j'ai la chance d'être accompagné par des invités qualifiés. Et aujourd'hui, c'est au tour de Amandine Besse. Bonjour Amandine. Bonjour César. Comment ça va ? Très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la fondatrice de My Happy Choice, où vous proposez des bilans de compétences, du coaching et des formations, des conseils RH. Mais avant, vous avez passé 10 ans en entreprise dans le domaine des ressources humaines. Justement, je parlais de l'impact du Covid dans l'introduction. Vous avez monté ce projet My Happy Choice pendant la pandémie en réfléchissant à votre quotidien professionnel. On va évidemment parler du Covid dans cette émission, mais est-ce que avant, vous pouvez un petit peu me raconter votre parcours ? Oui, comme vous l'avez dit, j'ai travaillé pendant 10 ans en entreprise dans les ressources humaines, principalement dans le secteur des médias, avant justement que le Covid passe par là avec son lot de remise en question. Moi, c'est une période où je me suis beaucoup interrogée. J'ai réalisé que j'étais plus à ma place et j'avais envie de retrouver du sens dans ce que je faisais. En l'occurrence, ce qui faisait le plus sens pour moi dans le métier de RH, c'était l'accompagnement des carrières, le développement des compétences. Je m'en étais éloignée. Et donc, j'ai quitté mon poste de responsable RH en 2021 et j'ai dans la foulée créé My Happy Choice. J'expliquais que avec My Happy Choice, vous proposez des bilans de compétences, du coaching, des formations. Est-ce que vous pouvez un petit peu m'expliquer ce que vous faites un peu plus concrètement ? Ouais. Donc moi, mon leitmotiv, c'est d'accompagner justement cette quête de sens au travail. Donc concrètement, j'accompagne des personnes qui vont se trouver dans des situations un peu de brouillard, de flou sur la suite à donner à leur parcours professionnel. Et donc là, je les accompagne plutôt en bilan de compétences pour aller identifier un projet qui soit à la fois réaliste et qui leur corresponde. Et puis, il y a des personnes qui réinterrogent pas leur job, mais qui, pour des raisons X ou Y, ne se sentent plus épanouis dans leur quotidien professionnel. Et donc là, je vais les accompagner plutôt en coaching à identifier quelle est leur marge de manœuvre et on peut aller travailler ensemble. Ça peut être plein de choses. Ça peut être la communication, l'affirmation de soi, la gestion des émotions. Et puis, vous le disiez, j'anime aussi des formations managériales. Donc là, c'est une population de managers. Et puis, j'ai à cœur de mettre la question du sens au cœur des pratiques managériales. Mais justement, cette question du sens au travail, c'est le sujet du jour. Et en fait, c'est assez difficile à définir totalement cette notion de sens au travail. Par exemple, dans leur ouvrage « Travailler fait-il toujours sens ?», les chercheuses Margot Trarieux et Émilie Vera disent, je cite, « Le sens n'a pas de définition stabilisée, celle-ci est plurielle parce que le sens est propre à chacun et qu'il renvoie à différentes dimensions du travail. » C'est quoi votre avis sur ce point ? Comment on peut définir vraiment le sens au travail ? Je suis plutôt très en phase. Ça tombe bien. Moi, je pense qu'on va définir la notion de sens au travail à travers finalement la perception que chacun a de son travail. Et donc, par définition, c'est quelque chose d'éminemment personnel, la question du sens. J'ai pu identifier qu'il y avait 4 grandes dimensions de la question du sens au travail. Le sens comme direction, le sens comme signification, le sens comme émotion, parce que c'est aussi quelque chose qu'on ressent, et puis comme aspiration aussi.
Je voulais qu'on fasse un peu un point sur les risques justement liés à la perte de sens au travail. Il y a des études qui montrent qu'il y a des risques psychosociaux, notamment quels sont les symptômes qui montrent qu'on a entre guillemets un problème de perte de sens au travail. Déjà, elle se manifeste pas de manière très spectaculaire. Souvent, ça s'installe progressivement, de manière parfois un peu silencieuse. Mais en effet, il peut y avoir des signaux plus ou moins faibles. Et c'est là où il faut être vigilant parce que ces signaux sont souvent le premier marqueur, en effet, de risques psychosociaux. Et la perte de sens peut en être finalement une porte d'entrée. Et donc, très concrètement, dans ces signaux, vous avez tout ce qui est désengagement progressif, baisse d'initiative, un collaborateur qui était investi, qui était proactif et puis qui commence à en faire le minimum. Ouais. Ça peut être aussi une mise en retrait, un collaborateur qui s'isole, qui prend moins la parole en réunion, qui participe moins. Oui, qui se placardise un peu lui-même finalement. Exactement, peut-être qu'il va plus aller déjeuner avec ou moins déjeuner avec ses collègues, il va demander peut-être à faire davantage de télétravail. Tout ça, c'est pas anodin. Ça peut être aussi d'autres signaux, comme une baisse de la qualité du travail, ou un rapport aussi au travail qui change, qui devient un petit peu plus mécanique, voire cynique. Oui, on arrive à l'entreprise et on pointe quoi et on attend la fin de la journée. Exactement, on se met un peu sur pilotage automatique où il y a des petites phrases aussi moi que j'ai entendues du type oh à quoi bon, à quoi ça sert, bon de toute façon on sauve pas des vies. Donc, vous voyez ce rapport un peu cynique au travail, pareil, c'est révélateur, je pense à aller questionner. Et puis il y a des signaux qui sont beaucoup plus difficiles à aller percevoir pour l'entreprise, pour les managers, mais qui sont bien présents pour les collaborateurs. C'est ce que vous évoquiez, c'est les questionnements parfois profonds qu'on peut avoir sur justement le sens de son travail. Et aussi dans les risques, vous l'avez judicieusement dit, c'est pas forcément très visible, très spectaculaire, mais on sait que les problèmes de perte de sens au travail, ça peut mener à plein de phénomènes dont on entend beaucoup parler ces derniers temps. Donc c'est le bore-out, le brown-out et même le fameux burn-out qui peut même mener jusqu'à la dépression, etc. quoi. Oui, et finalement on le voit, la quête de sens, elle est à l'origine de différents phénomènes. Alors en effet, le burn-out, ça, c'est quand le travail est perçu comme inutile, comme parfois absurde et qui est dénué de sens. On peut faire le lien aussi avec le phénomène de bore-out que vous avez évoqué, où là finalement le sens va disparaître parce que justement je suis pas assez sollicitée, je suis en sous-charge de travail et si je suis pas assez stimulée, ouais. Merci, je vais pas me sentir utile. Et le lien qu'on peut faire, je pense aussi avec le burn-out, c'est où là donc en effet on est sur le point inverse, c'est une surcharge de travail. Tant que l'effort que je produis il a du sens, je sais pourquoi je m'investis et que je me sens utile, c'est beaucoup plus facile à aller supporter cet effort. À partir du moment où j'en comprends plus le sens, c'est pas juste que j'ai trop de travail. C'est j'ai trop de travail et en plus, ça n'a pas de sens pour moi. Donc, c'est plus dur à gérer encore. Là, on parlait de tous ces termes, bore-out, burn-out, burn-out, le quiet quitting. En fait, c'est des formules qu'on entend depuis assez peu. En tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment depuis quelques années. Et notamment depuis le Covid, comme je le disais dans l'introduction, il y a vraiment aujourd'hui le sens au travail, c'est devenu un enjeu central, c'est devenu une question centrale dans le débat public qui s'est invité un petit peu partout avec justement tous ces phénomènes et tous ces termes, tous ces anglicismes. Comment vous expliquez, vous, que le sens au travail, ce soit devenu une question centrale et qu'on en parle de plus en plus, et notamment depuis la pandémie? Mais je pense que justement le Covid, il a été un accélérateur ou peut-être davantage un révélateur. C'est-à-dire que à cette période de vie extraordinaire qu'on a tous vécue, ça a été l'occasion pour certains, moi la première, de s'interroger sur le sens de son travail et de se dire mais est-ce que je suis vraiment utile, est-ce que à quoi je sers, est-ce que mon travail sert quelque chose. Et
D'autres personnes encore ont peut-être, sans forcément mener des réflexions comme ça très profondes sur le sens de leur travail, ont simplement reconfiguré un petit peu leurs priorités et ont voulu remettre le travail à une juste place. Et donc tout ça a fait qu'en effet, on a beaucoup entendu de choses sur la quête de sens, mais moi ce que je constate surtout, c'est que ces questionnements, ils sont pas retombés. Oui. Moi, je rencontre encore des personnes qui me disent que leurs questionnements remontent au Covid et qu'elles sentent que là, aujourd'hui, voilà, c'est enfin le bon moment pour elles pour vraiment les adresser. Donc, il y a vraiment eu ce phénomène de confiner chez nous sans travailler. On a enfin eu le temps de se poser la question de ce qu'on fait a du sens dans notre boulot, etc. Et ça a vraiment, il s'est vraiment passé quelque chose dans les têtes des gens à ce moment-là, quoi. Ah oui, je pense qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Dans la vôtre, déjà. Déjà dans la mienne, mais vraiment pas que. Et puis, vous l'avez évoqué avec les études et les sondages qui ont aussi montré que c'était une préoccupation, notamment pour la jeune génération. Est-ce qu'on a, juste avant de passer sur cette jeune génération, est-ce qu'on a des données un petit peu qui sont capables de nous expliquer, en tout cas de nous faire voir que le Covid a vraiment eu un impact sur les mentalités et qu'il y a vraiment un rapport entre quête de sens et Covid? Est-ce qu'on a des datas? Je pense que c'est délicat de mesurer la quête de sens, la perte de sens comme un KPI. En revanche, il y a des effets extrêmement concrets qui, eux, se mesurent en termes notamment de turnover, d'absentéisme, de désengagement, de baisse de la performance et donc de la productivité. Et tout ça, du coup, ça a un coût pour l'entreprise. Après, il y a beaucoup d'études qui sont sorties dont les résultats sont pas toujours exactement les mêmes. Il n'y a pas consensus. Oui, parce que finalement, la manière dont on va poser la question, elle induit une réponse un petit peu différente. Et moi, je me souviens, en tout cas, quand je me suis lancée en 2022, dans 2021-2022, dans ces réflexions-là, et que je me suis vraiment intéressée au sujet, il y avait une étude à l'époque qui m'avait marquée, qui montrait que 6 actifs sur 10 avaient déjà quitté ou pensaient à quitter un job par manque de sens. Alors, bien évidemment, depuis, il y a eu d'autres études. Là, relativement récemment, je le disais qu'un Français sur 2 envisage une reconversion professionnelle. Donc, c'est énorme. Est-ce que tout le monde va passer le pas? Ça, c'est encore autre chose. Mais oui, ça existe et c'est une réalité. Vous parliez d'une problématique générationnelle. C'est vrai que cette question de la quête de sens, elle ressort énormément aujourd'hui, notamment chez la nouvelle génération et notamment chez la Gen Z, celle qui arrive sur le marché du travail et qui arrive avec des revendications qui étaient pas forcément les nôtres, encore moins celles de nos parents et encore moins celles de nos grands-parents, qui est de en fait nous on n'a pas trop envie de faire de compromis sur notre place dans l'entreprise, sur comment on se sent bien dans notre travail, etc. Est-ce que c'est que une problématique générationnelle, cette quête de sens, ou si je dois reformuler ma question, quel est l'impact de cette génération sur le marché du travail en termes de justement de cette recherche de quête de sens? Alors, je pense qu'en effet, souvent, on assimile et on associe la quête de sens aux jeunes générations. On dit qu'elles sont plus exigeantes, qu'elles font du sens un critère très explicite, voire non négociable dans leur choix professionnel. Il y a une étude intéressante du cabinet Deloitte, relativement récente, de 2024, qui a été menée spécifiquement sur la génération Z et les millennials, et qui montre que le sens et l'impact du travail font partie des critères prioritaires pour ces générations, au même titre que la rémunération ou l'équilibre de vie. Donc ça, c'est une réalité. Ouais. Maintenant, moi, ce que je constate, c'est que les personnes que j'accompagne, c'est de tous âges. J'ai des personnes qui ont moins de 30 ans et qui s'interrogent sur le sens de leur job après seulement une seule expérience professionnelle. Et puis, j'ai des personnes qui ont passé la cinquantaine, voire même qui sont à l'approche de la soixantaine et qui veulent, pour leurs dernières années de vie active, professionnelle, mettre la question du sens au premier plan. Et juste sur ces jeunes générations, c'est très intéressant. J'aime beaucoup cette idée de le barreau d'honneur professionnel. Avant de prendre ma retraite, je veux absolument être dans un taf qui me plaît. Mais pour revenir sur cette jeune génération, moi j'entends aussi beaucoup de critiques. Alors souvent de la part de personnes un peu plus âgées ou on va dire un petit peu plus fermées d'esprit, qui disent qu'ils en font trop sur ça, que les vieilles générations, je pense par exemple à celle de mes parents, j'ai beaucoup eu cette discussion avec eux récemment.
à Noël, voilà, c'était très agréable. Mais justement, qui m'expliquait mais c'est n'importe quoi cette quête de sens. Le travail, c'est pas censé être un plaisir. Le travail, c'est fait pour travailler, etc. Est-ce que vous entendez encore des discours comme ça? Oui, et je pense que les entreprises, elles ont un enjeu de réussir cette collaboration intergénérationnelle pour qu'on arrive à se comprendre Mmh. et à vraiment travailler, collaborer ensemble. Maintenant, chaque génération est intervenue dans des contextes particuliers et avait chaque génération a ses Mmh. propres enjeux. Je pense qu'on fait partie à peu près de la même génération. Moi, je suis de 87. 89 pour moi. Voilà, bon, bah, vous saurez tout. Oui. Il y avait cet enjeu pour nous déjà de commencer un petit peu à repenser le rapport au travail, notamment la qualité de vie au travail. C'est quelque chose dont on parlait pas avant. Et je pense qu'en effet, on a peut-être ouvert la voie aux jeunes générations pour poursuivre dans Oui. ce chemin. Et la question du sens, elles en font un critère essentiel. Ouais, on est saoulé du métro boulot dodo, déjà Ouais. notre génération et encore plus la nouvelle. Mais cette histoire de dire, c'est pas une lubie quoi. Comme vous l'avez dit, il y a vraiment une notion aujourd'hui très très importante chez cette jeune génération et même pour la nôtre dans une moindre mesure, mais c'est pas un caprice quoi. Non, et puis il suffit de lire les sondages, les études, ou pour ceux qui les côtoient. Moi, je me souviens en entreprise, notamment les entretiens de recrutement, ont vachement évolué. Ouais, bien sûr. On pose pas tout à fait les mêmes questions, et surtout, on n'a pas les mêmes questions en face. Le télétravail qui pouvait se poser peut-être en fin de process de recrutement, maintenant c'est quelque chose, en particulier la jeune génération, qui voilà, ils osent le poser en préambule et abandonner un process s'il y en a pas. Carrément. Donc oui, les codes changent. Ouais, mais ça c'est vrai, vous l'avez dit, pour le coup, on a vraiment des chiffres qui montrent qu'avant le Graal, c'était vraiment la rémunération et qu'aujourd'hui, on a des jeunes travailleurs qui arrivent sur le marché du travail et qui sont prêts à être moins rémunérés pour avoir plus de télétravail, par exemple, ce qui n'existait pas du tout avant puisque c'était la valeur cardinale, la rémunération, quoi. Oui, alors après, on peut mettre le sens au même niveau que la rémunération, c'est déjà énorme. Oui. Hein. Mais oui, il y en a qui font des sacrifices financiers. Et puis, c'est un peu la tendance, moi, que j'ai observée de passer finalement de cette quête de réussite à une quête de sens. Maintenant qu'on a un petit peu posé les bases, ou en tout cas les définitions, qu'on a bien discuté de ce sujet, de cette perte de sens, ou en tout cas de cette quête de sens, comment on fait quand on est dans une situation de perte de sens au travail, ou qu'on a vraiment envie d'en retrouver? Quels sont les leviers voilà, pour faire en sorte de pouvoir un petit peu changer de vie et de se rendre compte, en fait, déjà, parce que je pense que l'étape première, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas heureux dans son taf, ou en tout cas qu'il a moins de sens. Comment on fait? Voilà, quelles sont les solutions? D'abord, individuellement, je pense que la première chose, c'est de pas rester seul avec ses questionnements et d'aller toquer aux portes. Alors, quand on est en poste, ça peut être d'aller en parler avec son manager quand c'est possible, à son référent RH aussi, ils sont là pour ça. Je vais prêcher aussi pour ma paroisse. Quand on est dans des questionnements comme ça profonds, se faire accompagner par une personne extérieure en coaching, en bilan de compétences, ça peut être aidant pour justement passer des questions aux réponses et puis à une mise en mouvement. Et quand je dis personne extérieure, ça peut être aussi des collègues à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, se nourrir des expériences des uns des autres. Ça peut être nourrissant. Et puis, de manière générale, je pense qu'il y a un travail vraiment d'introspection, d'exploration à aller entreprendre et d'identifier au-delà de ça va pas et je me sens pas bien. Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait défaut? C'est où? Qu'est-ce qui coince en fait? Derrière, souvent, il y a un besoin à aller satisfaire qui ne l'est pas là dans l'instant T. Donc, ça va être d'aller identifier ce besoin. Et puis parce qu'on a un peu tendance aussi à voir le verre à moitié vide quand on va pas bien, c'est de voir la situation dans son ensemble et de voir s'il y a encore des leviers qui donnent de l'énergie, de la satisfaction dans son travail pour justement ne pas remettre tout en question immédiatement, mais déjà poser un diagnostic un petit peu plus fin. Oui, donc il y a un questionnement individuel. L'idée, là, la solution, c'est de pas rester seul, c'est de s'orienter
Et c'est par exemple faire appel à My Happy Choice ou d'en parler avec ses collègues ou à son manager. Mais quand le problème vient de l'environnement de travail et que c'est pas forcément possible d'aller en discuter avec son référent RH, est-ce qu'il faut forcément partir, poser sa démission tout de suite? Pas forcément. Je pense que c'est important de le dire. Il peut y avoir des marges de manœuvre à l'intérieur même de l'environnement dans lequel on évolue. Ça peut être de rediscuter du périmètre du poste, de clarifier des priorités. Ça peut être d'ajuster, quand c'est possible, certaines modalités du travail, ou tout simplement, je disais tout à l'heure, d'exprimer ses besoins. Parfois, moi, je rencontre des personnes qui me disent « j'en ai marre, j'ai envie d'envoyer tout bouler parce que je manque d'autonomie ou je manque de reconnaissance. » Oui, là, vous leur dites « posez votre dème, c'est bon. » Allez-y. Ouais, allez-y. Non, justement, moi, j'aime bien poser aussi la question « Ok, donc il vous manque de l'autonomie ou il vous manque de la reconnaissance. Qu'est-ce que vous avez fait pour aller la chercher, cette autonomie ou cette reconnaissance ?» Et bien souvent, on se rend compte que les personnes, elles sont dans une situation un peu attentiste. Elles se disent, et je peux les comprendre, c'est le rôle de mon manager de me donner de l'autonomie, de me donner du feedback, des signes de reconnaissance. Et oui, mais ça, c'est dans un monde parfait. Et quand ça n'existe pas, c'est aussi la responsabilité individuelle du collaborateur d'aller échanger avec son manager et de lui demander en fait et de lui partager ce besoin-là. Moi, j'ai besoin de davantage de signes de reconnaissance et de lui dire tiens, sur tel projet, comment t'as trouvé mon travail, qu'est-ce qui était satisfaisant, quel conseil tu me donnerais pour la suite. Donc il y a aussi un côté proactif à avoir. Après, faut être lucide, il y a des environnements qui sont pas transformables ou pas suffisamment, et là, la question de quitter son entreprise peut se poser. Mais dans ce cas-là, elle est pensée, elle est réfléchie, et elle se pose pas comme un échec, mais plutôt comme un réalignement. Et si le manager en question, il est lui-même en perte de sens, comment on fait? Et là, rien ne va. C'est clair. C'est drôle parce que moi, ça évoque ma situation personnelle. C'est-à-dire que moi, quand j'étais RH, j'avais souvent, peut-être même trop souvent avec le recul, j'étais très souvent confrontée à des situations de mal-être au travail, des collaborateurs qui venaient me voir et qui étaient en souffrance, alors à des degrés plus ou moins importants, parce qu'ils comprenaient plus le sens de leur job, parce que surcharge d'activité, donc épuisement, ou parce que justement difficultés relationnelles avec leur manager. Et moi, il y a eu un moment donné où j'avais du mal sur la fin, à les remotiver, à les rebooster, et parce que moi-même, j'étais en perte de sens, de motivation, et que je me voyais plus m'inscrire. C'est compliqué de motiver les autres quand on est soi-même pas trop motivé. Moi, ça a été un signal pour du coup me mettre en retrait et partir. Il y a aussi une autre chose dont il faut qu'on parle, c'est là on parle de potentiellement faire une formation, ou en tout cas faire une reconversion, se poser des questions. Sauf qu'on est aujourd'hui dans un contexte économique national, même mondial, qui est un petit peu compliqué. Il y a moins de jobs, il y a moins d'opportunités. L'inflation, enfin bon, bref, vous l'avez compris, on est dans un contexte économique pas ouf. Comment on fait? Est-ce que c'est encore plus dur aujourd'hui de devoir se poser des questions sur son travail quand on sait que dehors c'est pas forcément la joie pour le recrutement, etc.? Je sais pas si c'est plus dur, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas faire abstraction du contexte et donc du marché de l'emploi, et donc identifier selon son job, selon sa région aussi, est-ce que ça recrute ou pas. Donc l'idée, c'est pas de tout quitter et sur un coup de tête, mais peut-être justement d'intégrer qui je suis, et du coup un projet aligné avec mes motivations, mes envies, mes aspirations, mais aussi un projet qui soit réaliste. Et donc là, il y a peut-être des logiques aussi de stratégies à adopter. Ça peut être avant de prendre un virage à 180 degrés, ça peut être de sécuriser déjà une transition professionnelle ou tester d'autres pistes. Ça peut être aussi de développer ses compétences. Moi, à titre très personnel, quand j'étais un peu en perte de sens et qu'en 2021, je me posais des questions sur mon job, j'ai eu envie de me nourrir
ailleurs. Et c'est à cette époque-là, j'étais encore en poste, que j'ai suivi une formation de coaching pour justement un peu m'aérer. Et à l'époque, c'était vraiment pour développer une posture de coach dans ma pratique de RH. C'était pas pour tout envoyer bouler. Le oui, fait est juste que une nouvelle corde à votre arc et en fait, c'est devenu votre corde principale. Voilà. Avec le temps. Mais voilà, en fait, c'est se redonner des marges de choix progressivement et travailler sur ce qui est transformable là, maintenant et dans mon environnement, quitte à attendre un contexte un petit peu plus favorable avant de prendre des décisions qui peuvent être... Mais j'aime bien cet aspect réaliste, parce que moi, je veux devenir star du football. J'ai 37 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous orienterai vers qui de droit, mais oui, le côté réaliste du projet, notamment en bilan de compétences, pour moi, il est essentiel. Enfin, ce serait quoi justement le sens qu'un bénéficiaire en bilan de compétences reparte avec un projet qui corresponde à ses centres d'intérêt, à ses motivations, à ses valeurs, etc. Mais qu'il n'y ait pas de job à la clé, enfin qu'il n'y ait pas d'offre d'emploi. Ça n'a aucun sens, Pour moi, ça n'a aucun sens. Donc c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Juste, ça m'intéresse, puisque vous faites des bilans de compétences, les gens, quand ils viennent vous voir, est-ce qu'ils disent je veux radicalement changer de vie? En fait, je sais pas, j'étais comptable à Nanterre et en fait maintenant j'ai envie de devenir éleveur de chèvres dans le Larzac. Est-ce que vous recevez des profils comme ça, assez radicaux en bilan de compétences, des gens qui veulent vraiment radicalement changer de vie? Ça peut, mais très franchement, en tout cas pour moi, ça représente pas la majorité des personnes que je rencontre. Souvent, ce que moi j'observe, et c'est drôle parce que les verbatims sont un peu les mêmes, c'est je suis dans le flou, je suis dans le brouillard, je sais pas où aller, je sais pas quoi faire. Donc il y a plein de points d'interrogation partout. Et parfois certains se disent que c'est leur job et que du coup il va falloir qu'ils se questionnent sur une réorientation, une reconversion, sans forcément savoir la définir à ce moment-là. Et puis au fil de l'accompagnement, souvent, pas tout le temps, mais souvent, on se rend compte que finalement c'est l'environnement de travail qui ne leur correspond plus et qu'il s'agit pas de remettre en cause leur job, leur métier, mais de changer l'endroit dans lequel ils l'exercent. On va, pour terminer cet entretien, faire un petit peu de prospective, parler un petit peu du futur. Comment vous voyez évoluer justement cette question du sens au travail qui a, du coup, comme on le disait, beaucoup évolué ces dernières années? Je pense que c'est pas parti pour s'arrêter. Comme vous le disiez, il y a beaucoup d'études, d'articles, de choses qui se montrent de ce côté-là. Ça va donner quoi dans le futur, cette quête de sens au travail? Moi, mon avis, mon humble avis personnel, c'est que la question du sens, elle va continuer à prendre de plus en plus de place. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus sur une tendance comme on a pu l'être post-Covid. Voilà, c'est plus une tendance émergente, la quête de sens. C'est devenu une transformation de fond finalement du rapport qu'on a au travail. Et aujourd'hui, les gens, ils attendent pas juste un salaire, ils attendent une forme de cohérence, d'alignement, d'utilité, de qualité de vie. Et ces attentes, pour moi, vont pas diminuer. Après, c'est l'avenir qui nous le dira. Oui, en plus, ça va être encore plus être boosté par les nouvelles générations, quoi. Oui, mais encore une fois, je pense que ces générations-là, elles ont un rôle d'accélérateur. Elles ont des attentes très affirmées, on le disait, elles questionnent le sens, l'utilité, les conditions de travail, l'équilibre de vie, enfin plein de choses. Là où les générations précédentes, c'est peut-être un tout petit peu plus le dos rond, en tout cas qu'on posait. Ils se posaient pas trop la question même. Ou la génération de nos parents ne se posait pas la question. Là aujourd'hui, la génération Z, les millennials, ils cassent les codes et ils obligent cette génération, elle va obliger les entreprises finalement à se repositionner, à se réinventer, à s'adapter à cette génération, à leurs travailleurs, quoi, finalement. Exactement. Enfin, en tout cas, moi, je pense que si les entreprises veulent capter cette génération, donc les attirer, les fidéliser, il va falloir qu'ils mettent la question du sens au cœur de leur pratique. Ah oui, c'est pas juste un baby-foot dans l'open space, on le rappelle. Merci beaucoup, Amandine Besse. Avant de finir cette interview, je vais faire ce que je fais depuis que j'ai commencé ma carrière de journaliste. Je vais vous laisser le micro. Vous avez radio libre, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez, dire ce que vous voulez. Le micro vous appartient s'il y a quelque chose que vous souhaitez ajouter.
Alors ça, je m'y attendais pas. Ouais, c'est le... Spontanément, j'aurais envie de m'adresser à toutes celles et ceux qui sont dans ces questionnements-là, de leur dire que c'est pas, il y a des réponses, elles existent, elles sont en elles et en eux, elles sont parfois un peu enfouies et il suffit de prendre du temps, d'aller les explorer, d'aller investiguer un peu ce qui se joue pour nous, et que l'avenir peut être meilleur. Et moi, à titre personnel, c'est ce pourquoi j'œuvre. C'est que j'ai trop souvent été confrontée à des situations de mal-être au travail et donc aujourd'hui j'ai envie d'accompagner celles et ceux qui ont envie d'être heureux dans leur job. Eh ben écoutez, on souhaite en tout cas à tous ceux qui viendront vous voir d'être heureux et heureuses dans leur futur job. Merci beaucoup Amandine Bay. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de My Happy Choice. Chers auditeurs, n'hésitez pas à aller consulter le site internet d'Amandine. Merci encore d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Prefcast. En attendant, n'hésitez pas à aller écouter les épisodes précédents. Ils sont presque aussi bien que celui-ci. À très bientôt.